Lord Castlereagh a-t-il continué et regardé en Angleterre même, a-t-on assuré comme l'homme de la moralité. Il a débuté par une apostasie politique qui, bien que commune dans son pays, laisse néanmoins toujours une tâche indélébile. Il est entré dans la carrière sous les bannières de la cause du peuple, et il s'est fait l'homme du pouvoir et de l'arbitraire. Si on lui fait justice, il doit être exécré des Irlandais, ses compatriotes qu'il a trahis, et des Anglais dont il a détruit les libertés au dedans et les intérêts au dehors. Il a eu l'impudence de produire au Parlement un fait authentique que ce qu'il savait très bien voir était falsifié, ce qu'il avait peut-être fait falsifier lui-même. Et c'est pourtant sur ces actes qu'on a prononcé le détrônement demeura. Il fait métier de se mentir publiquement à lui-même chaque jour en plein parlement et dans des assemblées publiques en mettant dans ma bouche des paroles et des projets propres à m'aliéner ses compatriotes bien qu'il sût qu'ils n'ont été rien et cet acte est tout un plus bas qui me tient lui-même dans l'impuissance de leur répondre. Lord Castlereagh, élève de M. Pitt, dont il se croit peut-être légal, non est tout au plus que les singes. Il n'a cessé de poursuivre les plans et les complots de son maître contre la France. Et ici, sa pertinacité, son obstination en était peut-être ses véritables et seules qualités. Mais Pitt avait des grandes vues. Chez lui, l'intérêt de son pays marchait avant tout. Il avait du génie, il créait de son île comme point d'appui. Il gouvernait et faisait agir à son gré les rois du continent. Castlereagh, au contraire, substituant l'intrigue à la création, les subsides au génie. L'important fut peu de son pays, nécessaire d'employer le crédit et l'influence de ces rois du continent peut asseoir à perpétuer son pouvoir dans son île. Toutefois, voici la marche des choses d'ici-bas. Pitt, avec tout son génie, n'a cessé d'échouer et Castlereagh, incapable, a complètement réussi. Oh, aveuglement de la fortune, Castlereagh montré tout à fait l'homme du continent, maître de l'Europe, il a satisfait tout le monde. Et n'a oublié que son pays. Ses actes blessaient tellement l'intérêt national, ils étaient tellement au rébut des doctrines du pays, ils portaient tellement les caractères de l'inconséquence qu'on ne comprend pas qu'une nation sage se soit laissée gouverner par un tel fou. Il prend de but, passe la légitimité dont il prend de fer un dogme politique lorsqu'il s'apparaît dans ses fondements les troncs de son propre maître. Et néanmoins, il reconnaît Bernadotte en opposition au légitime Gustave IV, qui s'est émulé pour l'Angleterre. Il reconnaît l'usurpateur Ferdinand VII au détriment de son vénérable père Charles IV. Il proclame avec les Alliés comme une autre base fondamentale le rétablissement de l'ancien ordre des choses et le redressement de ce qu'il appelons les torts, les injustices, les déprédations passées, enfin le retour de la morale publique et il sacrifie la République de Venise qu'il abandonne à l'Autriche, celle des Gênes dont il accommode le Piémont. Il agrandit de la Pologne et la Russie son ennemi naturel. Il dépouille les rois des Saxes en faveur de la Prusse, qui ne peut plus lui être de secours aucun. Il enlève la Norvège au Danemark, qui est plus indépendant
de la Russie pourrait lui ouvrir la clef de la politique, peut en enrichir la Suède, tombée par la perte de la Finlande et des îles de la Baltique tout à fait sous la suggestion des Russes. Enfin, violation des premiers éléments de la politique générale. Il néglige dans cette situation toute puissante de ressusciter l'indépendance de la Pologne et par la livre Constantinople. Expose toute l'Europe et prépare mille embarras à l'Angleterre.